Requiem pour un joueur, un roman d'Erwan Le Bihan sorti en 2017. Quand on est raisonnable, le cœur de marbre, froid et surhumainement prudent, alors on peut à coup sûr, sans l'ombre d'un doute, gagner tout ce qu'on veut. Citation de Fédor Dostoïevski du 18 mai 1867. Premier chapitre, le mois d'août. J'avance d'un pas, sors de la pénombre, me rapproche de la vitre pour admirer le reflet que me renvoie le verre teinté. Visage fraîchement rasé, toison brune, drue, parsemé de quelques cheveux gris, rares, épars, traits à peine marqués malgré la quarantaine dépassée, costume cravate rétro, coupe slim, coton stretch, agencement subtil des tons, distinction, élégance. Je pousse le regard plus loin. De derrière la vitre, dans la lumière matinale, je domine une place balayée par des courants d'air. Un tourbillon têtu qui file entre les parois de verre fait teinter les amarres du mobilier urbain comme les drisses de voiliers à quai. L'esplanade devant la banque prend des allures de boule à facettes géantes. Fine variation chromatique sur les dalles opalines, reflet d'une myriade de fenêtres alentour, mer d'huile scintillant sous le blanc strié du ciel. De mon promontoire, j'observe le va-et-vient des employés sur le parvis, les retardataires qui défient la pesanteur, glissent sur l'asphalte, allongent le pas, plongent vers le sas d'entrée, avant que les allées et venues dans les travées, sous les arcades métalliques, ne s'espacent. Depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de savourer ces longues minutes contemplatives avant d'ouvrir un quelconque dossier. Debout derrière la vitre, immobile, le regard perdu au loin, je pense à mon plan de carrière, au bureau que je convoite à l'étage supérieur, l'aile sud du siège de la banque. Panorama splendide sur la banlieue à perte de vue. Surface doublée, deux grandes baies vitrées et un fauteuil standing Futura en cuir noir, doté d'accoudoirs, occupé pour quelques mois encore par un futur retraité, l'adjoint à la direction des ressources humaines. Si tout se déroule comme je l'entends, j'emménagerai là-haut avant la fin de l'année. Et je me demande si tout ça va me manquer, si je regretterai de ne plus pouvoir observer les déambulations en bas sur l'esplanade, foulée empressée, pas engourdis, brusque vertige, projection évanescente à la surface des fontaines en béton, visages saisis dans leur férocité ou dans leur peur. Mes pensées se focalisent ensuite sur un dénommé Patrice d'Auvergne, le responsable du recrutement, un intrigant qui a l'audace de briguer le poste, qui manifeste le désir de s'asseoir dans le fauteuil standing Futura, en cuir noir, que j'estime me revenir de droit. La direction générale hésite, tergiverse, et je m'impatiente. Ma première confrontation avec d'Auvergne, il y a 10 ans, a viré au cauchemar. À l'époque, j'étais pressenti pour occuper le poste de responsable des entretiens professionnels. Je travaillais dans une succursale de la Seine-Saint-Denis. J'étais recommandé par le directeur de l'agence. D'Auvergne m'a reçu au siège dans le cadre d'un entretien de promotion interne. Persuadé que le poste ne pouvait m'échapper, je suis arrivé au rendez-vous confiant. Trop confiant au goût de d'Auvergne, qui a pris mon assurance pour de l'arrogance. Ce qui aurait dû être un simple entretien de motivation s'est transformé en parcours du combattant. D'Auvergne m'a cuisiné. Il a déroulé une batterie de tests à ce point démesurée que je me suis demandé si certains des questionnaires n'avaient pas été conçus le jour même, dans le seul but de me mettre au supplice. Après 5 heures de harcèlement psychologique, D'Auvergne a émis un avis négatif. Le test de graphologie n'a pas joué en ma faveur. Je me suis résigné à le passer sans lui accorder davantage de crédit qu'à une enquête astrologique dans un magazine. Les résultats ont ébauché le portrait d'un jeune homme immature, émotif, psychologiquement instable, impulsif. En rentrant à la succursale, je me suis plaint des pratiques de d'Auvergne. Le directeur de l'agence a insisté auprès de Paul Knox, le directeur des ressources humaines, pour que je sois tout de même promu. Depuis, je nourris une haine viscérale pour d'Auvergne. Et comme il n'est pas facile d'aimer les gens qui vous haïssent, d'Auvergne me le rend bien. Quand je réfléchis à cette aversion, à sa dimension instinctive,
J'y flaire une tension liée à nos origines sociales. D'Auvergne est issu d'un milieu aisé. Il a grandi dans la banlieue boisée à l'ouest de Paris. J'ai poussé dans les coulées semées de béton, loin du périphérique, au nord-est de la capitale. Dès nos premiers échanges, les différences se sont exprimées. Les choix vestimentaires, la manière de porter le corps ou d'articuler les mots les plus courants. Notre mise en présence physique a stimulé les réponses primaires, les réflexes de classe. Les poils des bras se sont hérissés, posture figée, crispation. Les voix ont perdu des tonalités. Deux spécimens issus de mondes compossibles, conciliables, mais qui, pour coexister, demandent de la prévenance, de la vigilance, des efforts d'adaptation, de traduction des codes. J'éteins l'ordinateur. Mes tirs tentent vainement de contenir un bâillement. Au loin, le soleil s'enfonce dans Paris, la grosse boule rouge avalée par le nuage poisseux, l'épais rideau d'azote qui monte de la ville les jours de grande chaleur. Je glisse l'ordinateur portable dans la sacoche, enfile ma veste et m'apprête à quitter le bureau quand mon regard est de nouveau attiré par le reflet dans la vitre. Le spectacle se révèle moins réjouissant qu'il ne l'était ce matin. Le front est plissé, les pommettes s'affaissent, les orbites autour des yeux se sont creusées, les joues, les paupières, le menton, tout le visage paraît empesé. Absorbé dans la contemplation des ravages d'une journée de travail, je ne perçois pas le glissement s'opérer, l'attention se détourner. Je me surprends à penser à cette photocopie que je garde soigneusement pliée dans mon portefeuille. J'y pense soudain avec une acuité que je ne m'explique pas. Je me dirige vers les ascenseurs à travers les couloirs déserts. Je passe au lavabo, y rince ma tasse à café et m'asperge le visage d'eau fraîche. En actionnant le souffleur d'air, je pense encore à la photocopie du récépissé de l'auto sportif, au point que je suis maintenant incapable de me concentrer sur autre chose. La rame de métro est bondée. La chaleur, accrue par la promiscuité, devient insupportable. Le rouleau compresseur des heures de pointe, refrain de l'impitoyable rengaine, un grand type aux allures nordiques coiffé d'un casque audio décoré d'une tête de mort stylisée balance la tête en rythme. Le son du lecteur MP3 grésille à mon oreille. Je reconnais les petites phrases musicales de Massive Attack. Au prix d'efforts surhumains, j'extirpe mon portefeuille de la poche intérieure de ma veste. Je contemple longuement la photocopie, celle du ticket de loto, avec ses signes ésotériques imprimés au recto, des 1, des N ou des 2 en face du nom des clubs de football. Je relève un instant la tête. De l'autre côté de la rame, une brune élancée avec un joli tatouage en forme de hérisson dans le cou m'offre un sourire avenant. Mais je reste de marbre. Mon esprit est ailleurs. Pourquoi ce ticket m'obsède-t-il à ce point ? Pourquoi cette pensée est-elle associée à une excitation dont je suis incapable de déterminer la nature ? Avant le déjeuner, j'ai retrouvé cette copie de ticket dans mon portefeuille. Essayant d'en déterminer la provenance, je me suis revu la veille, au sortir du métro, marchant à l'ombre des colosses haussmanniens du boulevard, quand soudain j'ai entendu des voix me héler de l'intérieur d'un bar, le Balto. Je suis entré saluer de vieux amis de lycée, Pierre et Manolo, perdus de vue depuis belle lurette. Ils se sont installés récemment dans le quartier, un squat ouvert dans un immeuble désaffecté, à quelques blocs à peine de mon appartement. J'ai bu quelques bières en leur compagnie avant que Patrick, le barman, ne nous entreprenne. Chemise hawaïenne à fleurs avec des airs de mafioso du dimanche, il nous a proposé de participer à un loto sportif. Pierre et Manolo ont décliné. Sous l'effet d'une impulsion dont je ne distingue plus très bien les contours, j'ai accepté de participer. J'ai glissé à Patrick un billet de 20 € et il m'a confié la photocopie de nos mises. Ce midi, j'ai lancé le moteur de recherche sur la piste football, en quête des résultats des matchs sur lesquels nous avions parié. Les algorithmes de Google se sont montrés familiers de ce genre de sollicitations. Des temps de réponse prodigieux. J'ai senti le trac en ouvrant la page vers laquelle je venais d'être routé. La décharge d'adrénaline n'a pas duré longtemps. Je n'avais que 12 résultats de bons sur les 14 nécessaires pour remporter le gros lot. Mais 12 sur 14, j'ai trouvé ça encourageant. La page en question affichait aussi les rapports du premier rang. Pour un joueur qui a pronostiqué les 14 bons résultats, les gains se chiffraient à 250 000 €.
Les portes de la rame tentent vainement de se refermer, bloquées par quelques passagers qui ont cru possible de compresser un peu plus les corps au supplice d'un wagon déjà saturé. Impossible de chasser ces pensées obsédantes. Impossible de s'en défaire. Je dégage ma main d'entre deux ventres moites pour m'éponger le front. Les pensées se précisent, se clarifient, révèlent le motif des puissances qui me troublent. Je prends conscience qu'il aurait suffi de cocher quelques cases différemment, de noircir deux autres petits carrés sur le bulletin multicolore pour rafler plusieurs centaines de milliers d'euros. Les portes s'ouvrent brusquement. Je manque de tomber sur le quai. En me redressant, je suis rafraîchi par un courant d'air opportun qui balaie la station. Je range avec soin la copie du ticket dans mon portefeuille. En sortant dans la rue, je sens une tension dans la poche intérieure de ma veste, comme si le bout de papier du loto se rappelait déjà à mon bon souvenir. Derrière la vitre, dans la lumière vacillante, inflexion abrupte d'un ciel orageux, je me tiens debout, immobile, fidèle à mon poste d'observation matinale. Entre deux gorgées de café tiède, je scrute l'esplanade, ravale la bouffée d'angoisse que je sens poindre. Si le temps a passé, il m'est toujours difficile de plonger le regard d'un promontoire sans frémir, sans avoir à contenir les visions macabres qui m'assaillent. Étudiant, ma vie a été marquée par un séisme. Pendant les premières années de fac, j'ai partagé un appartement avec un peintre particulièrement doué, Thomas, qui m'initiait aux subtilités de son art. Enfant unique, j'avais trouvé là le grand frère, secrètement désiré. Nous projetions tous deux de vivre de la peinture. Nous nous imaginions en artistes reconnus, célèbres. La détermination, l'intransigeance, l'intégrité de Thomas me fascinaient. Mais au fil du temps, je le sentais toujours plus affecté par le mépris affiché des galéristes, le refus systématique qu'on lui opposait lorsqu'il cherchait à exposer. Un matin de décembre, ouvrant la fenêtre de la chambre pour admirer les quelques flocons qui tombaient ce jour-là sur Paris, je me sentis défaillir en découvrant, 5 étages plus bas, une masse informe, corolle géante, fraîchement éclose, auréolée de taches sombres. Le corps de Thomas, en effroyable joyau serti dans la neige maculée de sang. Thomas s'est défenestré quelques jours avant l'anniversaire de ses 25 ans. Le suicide de mon colocataire et ami est à l'origine d'une déflagration dont je ressens encore aujourd'hui l'onde de choc. Un peu avant 9 heures, je me mets au travail, m'attelle au dossier synthèse des entretiens annuels. Il me reste un peu plus d'une semaine avant la deadline. Mais je serai, d'ici là, contraint d'assister à des réunions interminables, prévues de longue date. J'imprime le tableau des corrélations où s'affiche la photographie du moral des salariés. Résultat des entretiens annuels bien trop projetés sur un graphique, sorte d'étalon du climat social qui règne dans chacune des régions où se ramifie notre réseau d'agences. C'est le document qui suscite, entre nous, l'intérêt des directeurs généraux, mais aussi d'une grande partie des cadres et des employés. Les commentaires fusent lors de la convention annuelle. L'occasion trop belle de railler les collègues de la région d'à côté, de se laisser aller à quelques saillies de racisme ordinaire. Il faut donc en vérifier les données avec soin, afin que les diagrammes ne soient pas sujets à caution. La concurrence entre les directions régionales est féroce. Elle constitue un tremplin idéal pour les postes de la direction générale. J'ai du mal à me concentrer. Le tableau s'étale devant moi depuis une dizaine de minutes. Je n'ai pas rédigé une seule ligne d'analyse. Ce matin, les chiffres ne m'inspirent pas. Une série de signes avec laquelle je ne me trouve aucune affinité. J'ouvre Google pour retourner sur le site de résultats sportifs découverts la veille. Des bannières publicitaires sur la page d'accueil m'intriguent. Je passe les heures suivantes à explorer les sites des annonceurs de ces pages de résultats sportifs. Je suis routé vers des sites de jeux, plus précisément de paris. Une offre d'une profusion hallucinante. Au fil de mes pérégrinations, je découvre que je peux miser sur l'évolution minute par minute du CAC 40, mais aussi sur un match de badminton ou de cricket, à l'autre bout du monde. Ou sur le nombre de buts que marquera une équipe de football entre la 15e et la 30e minute du match qui se jouera ce soir. Je peux parier sur le nom des buteurs, mais aussi sur le fait qu'un joueur sera averti d'un carton jaune. Et sur la quantité finale de points d'un match de basketball, plus ou moins 120 points. Le champ semble infini.
Ouvrir un compte sur un de ces sites est simplissime. Des bonus assurent le remboursement de la première mise en cas d'échec. Je me remets au travail mais ne réussis pas à me concentrer longtemps. Je ne risque rien puisque mon pari sera remboursé en cas de perte. Je fais un dépôt de 30 € sur le site qui se targue d'être le numéro un des sites de jeu. Je mise sur la victoire d'une équipe de football roumaine, a priori favorite. Je peux regarder le match en direct. Sur l'écran, une petite fenêtre en haut à droite, je suis l'évolution du score en Roumanie, un pays que je ne connais pas, dans un stade où je ne mettrai jamais les pieds. Et tout va pour le mieux. L'équipe favorite remporte le match. J'empoche 45 €, ma mise initiale plus 15 de gain. Je mise à nouveau toute la somme, cette fois en choisissant un pari combiné, ce qui permet de multiplier les cotes et les gains potentiels, mais aussi les risques de perdre. Si les résultats des 3 matchs sur lesquels je viens de parier correspondent à mon pronostic, la mise sera multipliée par chacune des cotes. Mais il suffit qu'un des résultats s'avère différent du pronostic pour tout perdre. Je gagne 180 €. Avant de quitter le bureau, je place tout ce que j'ai gagné sur un nouveau pari combiné. Sur le trajet du retour, je suis l'évolution des résultats à l'aide d'une application que je viens de télécharger. En sortant du métro, un match se termine. Le résultat ne correspond pas au pronostic. Je perds ce que j'avais gagné, plus ma mise de 30 €. Je marche vers mon domicile dans un état second, grisé. La journée est passée à toute vitesse. Je n'ai pas senti l'ennui me gagner comme chaque jour après le déjeuner. Je n'ai pas non plus ressenti cette langueur vers 17 heures, répétition, balbutiement et vertige. L'excitation provoquée par le jeu m'a électrisé. Le trajet du retour, ces bousculades dans les couloirs, ces mines renfrognées des heures de pointe, ne m'ont pas pesé autant qu'à l'ordinaire. Une ivresse aussi, dont je ne prends que lentement la mesure. J'ai bien sûr entendu parler des puissances d'Internet, des rapports à l'ubiquité, mais je ne les avais jamais éprouvés, ressentis aussi intimement. Cet après-midi, j'étais au bureau et ailleurs, au seuil d'un autre-monde, dans le courant d'une vie parallèle où l'espace et le temps auraient changé de nature, où la longue ligne droite effilée se serait densifiée par endroits, une excroissance qui me donne le sentiment d'une dimension supplémentaire. La découverte d'une porte dérobée vers un horizon qui s'étire au-delà des cloisons modulables où vient buter quotidiennement mon regard. Le lendemain, je boucle un épineux dossier vers 11 heures. Je remets à plus tard le chantier synthèse des entretiens annuels et profite du temps qu'il reste avant le déjeuner pour grimper jusqu'au bureau d'Eric, au 5e étage. Eric travaille aux produits financiers. Avec Franck à l'informatique, Eric est l'un des collègues que je fréquente en dehors du cadre professionnel. Rares entités attachantes dans un environnement indifférent ou hostile. Avant de monter dans l'ascenseur, j'ai consulté les cours de la bourse. Michelin a perdu 2% et LVMH 5%, ce qui se traduit par une perte globale de 3,8% depuis le début de la semaine, dans un avachissement désastreux du CAC 40. Il y a 6 mois, Eric m'a recommandé quelques placements boursiers audacieux. Je regrette d'avoir suivi aveuglément ses conseils. En arrivant au 5e étage, je constate qu'il n'a pas l'air débordé. Les bras croisés derrière la tête, il se balance sur sa chaise, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur. Eric est originaire d'une petite ville du nord de la France. Installé à Paris, il a développé un soin tout particulier pour son apparence, avec un goût prononcé pour les vêtements de marque. Et ce n'est pas la première fois que je le prends à faire les boutiques en ligne pendant les heures de travail. Trop cher cette veste, escroc. Attends les soldes. Eric émerge de sa torpeur. Il agite les bras, cherche à quoi il pourrait se raccrocher. Il doit effectuer un savant mouvement du bassin pour éviter la chute. Tiens, tiens, Monsieur Richard Lenzini qui nous honore d'une visite. C'est moi que tu traites d'escroc? Je me trompe ou il est tout pourri, le portefeuille d'actions que tu m'as fourgué? Eric désigne avec un sourire en carton-pâte un petit meuble en métal derrière la porte. Il y a un cahier là, dans le tiroir, pour les doléances. Ça m'intéresse ce que pensent de nos produits les petits planqués des ressources humaines. Tu imaginais quoi? Faire du 25% annuel? C'est la crise, mon pote. C'est moche, Eric. Abuser de la crédulité des gens, c'est ton métier. Mais arnaquer les amis, c'est...
Allez, je joue fair play. Si tu m'invites à manger ce midi, tu es pardonné. J'esquisse un pas de côté pour éviter le projectile. La chaussure anglaise d'Eric vient s'écraser contre la porte que j'ai à peine eu le temps de refermer. C'est dans cette situation délicate que j'aperçois Stéphanie, l'assistante de Paul Knox. Les apparitions de la jeune femme, sa silhouette, le modelé de ses courbes, aimantent les regards. Pas seulement des formes joliment dessinées. Une allure, la façon de poser les yeux, ses gestes, une harmonie avec les lois universelles de l'univers. De l'autre bout du couloir, elle s'avance vers moi dans un silence religieux. Même le photocopieur que l'on entendait dans le lointain s'est arrêté sur son passage. Hypnotisé par le chaloupé de ses hanches, je trouve à ses déplacements quelque chose de la grâce des petites anémones de mer. Vient l'envie de prendre langue avec elle, de l'interroger sur le sujet qui me préoccupe. Je suis persuadé qu'elle en sait long sur l'avancée du dossier promotion. Mais je préfère éviter d'aborder frontalement le sujet, ne souhaitant pas manifester outre mesure mon impatience, d'autant que j'entrevois une possibilité de passer par la bande. Une femme bleue sur fond jaune, nue, retournée, affublée d'une bouche pulpeuse greffée sur chaque sein. La tête de la femme est mystérieusement remplacée par un fer à repasser. En pivotant le regard, je peux lire Orgasme addict, un jeu topographique astucieux en haut à gauche de la pochette. Je rédige un message afin de négocier le prix de ce 45 tours rare des Buzzcocks, une occasion d'étoffer le rayon Manchester de ma discothèque. Lorsque mon estomac, d'une précision mécanique, entame le couplet de la fin. Je retrouve Eric dans un restaurant de poissons nouvellement installé à 2 stations de métro du siège. Le décor est à la hauteur des recommandations. En traversant la salle pour rejoindre le jardin, nous levons la tête vers une flopée d'araignées de mer en résine, arrimées au plafond. Surfant sur des vagues en trompe-l'œil, elles se frayent un chemin vers des filets de pêche tendus sur les murs. Le cri des mouettes et des goélands, en fond sonore, ajoute une touche résolue aux accents océaniques. Le frémissement du grand large dans la rengaine infiniment déroulée des blocs de bitume. Côté gastronomie, c'est moins convaincant. J'ai commandé une escalope de thon sur écume de purée et m'échine à sauver un morceau de steak trop cuit qui sombre dans une bouillie de légumes. Je jette un coup d'œil vers l'assiette d'Eric, une fricassée de lotte guère plus appétissante. Et tu y crois? Je te répète ce que Franck m'a dit, c'est tout. Pourquoi il me raconterait des cracks? Je secoue la tête, dubitatif. Eric est docteur S. Rago, toujours à l'affût, attentif aux signaux invisibles de la vie des couloirs, confidences murmurées aux encoignures des bureaux, remous imperceptibles à la surface des échanges policiers. Je le sais capable de déchiffrer n'importe quel code, verbal ou non, offert à sa sagacité dans le périmètre de la machine à café. Mais ce qu'il me rapporte là dépasse les limites de ma crédulité. C'est quand même un peu gros. Puisque je te le dis, ils consultent un astrophysicien parce qu'ils ne comprennent plus rien aux formules de certains produits financiers qu'ils ont rachetés. Un astrophysicien à la direction financière. Crois-moi, si ça sort dans la presse, on est mal. J'avais ouï dire que les cadors du service financier pouvaient jouer les apprentis sorciers, mais je n'imaginais pas que nous ferions un jour partie de ces établissements bancaires qui ont perdu le contrôle de leurs actifs. Les pales de l'hélice du brumisateur chassent un poids dans l'air, une masse étouffante qui revient inlassablement. Je consulte discrètement mon téléphone posé sur la table. La veille, au Balto, j'ai parié sur la victoire d'un club de football russe, le Lokomotiv Moscou. Le match est commencé depuis une trentaine de minutes, mais le score reste vierge. Eric enchaîne. Bah, astrophysicien ou pas, ça ne nous sauvera pas de la catastrophe. Mes yeux s'arrondissent. Eric prend des airs de conjuré. Ce n'est peut-être pas pour demain, mais ça finira par arriver. Et ça nous touchera tous forcément, au moins par ricochet. Mon collègue jubile, ménage ses effets. La main invisible, tu en as entendu parler? Vaguement, pourquoi? Richard, tu as fait Sciences Éco. Tu devrais savoir ça. La main invisible dont parle Adam Smith. Tu te doutes bien que je n'allais pas à tous les cours. La main invisible qui régule les marchés. Adam Smith explique que Dieu a disposé les choses
pour qu'en suivant notre intérêt particulier, nous soyons conduits, comme par une main invisible, à promouvoir l'intérêt général. Bref, si le marché opère sans entrave, tout va bien. La divine providence s'occupe du reste. Pour résumer, c'est Dieu qui régule le marché. C'est sur lui que repose notre système économique. Et alors? Et alors? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. On est foutu. Parce que Dieu est mort. Je souris intérieurement. Je connais le goût de mon ami pour la provocation et les théories fumeuses. Des bravades qui s'accommodent au mieux de ses costumes chics et de ses chaussures à 800 € la paire. Et puis, intervention divine ou pas, il n'y a rien là de bien nouveau. Inutile d'être devin pour comprendre que la financiarisation de l'économie mènera la planète au chaos. Mais c'est tout sauf un scoop, ça. Des siècles qu'on sait que Dieu est mort. Que tu crois, mon ami, parce qu'on est loin d'en avoir tiré les conséquences. Je digère la dernière tirade d'Éric en silence. Puis j'observe mon collègue, le regard implorant. Rassure-moi, ce n'est pas ça l'information super importante dont tu voulais me parler. Éric émerge de ses rêveries. Ses yeux pétillent. Il prend son temps, ce qu'il faut à quelques gros blocs d'indiscrétion pour se cristalliser. Puis savoure chaque mot qu'il prononce. J'ai cuisiné Stéphanie ce matin, savamment, patiemment. Eh bien, je crois que tu tiens la corde. Tu es le chouchou, le petit préféré de Paul Knox. Il va soutenir ta candidature. D'un geste auguste, Éric sort sa carte bancaire et fait signe au serveur. Je me réjouis. Les rumeurs concernant le ralliement du directeur des ressources humaines à la cause de Patrice d'Auvergne n'étaient pas fondées. Je m'imagine dans quelques années prendre la succession de Paul Knox. Je serai alors à la tête d'un service de plus de 25 collaborateurs, avec à la clé une augmentation de salaire conséquente. Je consulte à nouveau mon téléphone. Le locomotive Moscou mène 2-0. J'exulte. Je suis en passe de réaliser un gain net de 50 €. Comme le serveur tarde à se déplacer, Eric se lève et se dirige vers le comptoir. Avant de disparaître, il se retourne vers moi. Au fait, ne t'en fais pas pour ton petit portefeuille d'actions. Sois patient. Fais-moi confiance. D'ici 5 ou 6 mois, tu devrais gagner quelques centaines de billets. Au pire, tu récupéreras ta mise. Et si la banque n'a pas déposé le bilan d'ici là? En attendant le retour d'Eric, avant de quitter les lieux, je m'attarde devant un cadre que je n'avais pas remarqué en entrant. En face d'une reproduction du bleu Moby Dick de Jackson Pollock, j'admire un photogramme où l'on voit un Gregory Peck barbu chevauchant en Amazone la baleine blanche. Le capitaine Achab entortille l'animal à l'aide d'un cordage, cuisinier mégalo s'ingéniant à ficeler un gigantesque rôti. À cet instant, Achab ignore que cette corde, bientôt coincée autour de son cou, l'entraînera vers les profondeurs. Je suis impressionné par la lueur de folie dans les yeux du vieux marin.